Fidèles amis internautes de Dabaro TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission 100% CAN. Nous parlons ce matin de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, une compétition à plusieurs rebondissements et la Côte d'Ivoire qui file en demi-finale. Et ce matin, nous en parlons sur ce plateau avec mes invités déjà installés. À ma gauche, Clavé Kounoudi, il est analyste sportif. Clavé, bonjour. Bonjour, toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Toundé Aliou, consultant sportif. Toundé, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci également de répondre à notre invitation sur ce plateau. Alors, nous parlons ce matin des matchs des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et les attentions sont actuellement focalisées sur les matchs des demi-finales qui vont commencer dans quelques jours. D'abord, nous allons analyser les rencontres des huitièmes de finale, notamment la Côte d'Ivoire qui était face au Mali, le Cap-Vert face à l'Afrique du Sud, la RDC face à la Guinée. Et justement, nous allons également revenir sur le match du Nigeria. D'abord, je commence par vous, Toundé Aliou, le match de la Côte d'Ivoire du Mali, un match à plusieurs rebondissements, mais à l'arrivée, les Ivoiriens ont réussi à arracher leur qualification pour les demi-finales. D'abord, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de cette rencontre-là? En revenant ne met pas deux fois, donc les Ivoiriens ils sont ressuscités et ne veulent plus jamais en tout cas retomber dans leur travers. Ils l'ont une fois encore démontré dans cette confrontation face au Mali. Ce n'était pas gagné d'avance. Ils ont mal commencé cette rencontre d'ailleurs avec le pénalty concédé, le carton rouge déjà aussi concédé. Donc ils étaient redus, il y avait pratiquement tous les signaux étaient pratiquement au rouge dans cette rencontre. Malheureusement, les Aigles n'ont pas su en profiter. Ils ont été abattus en plein vol, tout ça par des éléphants reboostés qui ont pu tout simplement retrouver une certaine énergie supplémentaire dans cette rencontre parce que poussés par un élan populaire exceptionnel, le public qui était là, les joueurs et eux aussi, ils étaient forcément boostés parce que sur l'aspect technique, ils étaient bouffés par des aigles, mais au niveau mental, au niveau quand même de la fougue, de la rage, il y avait beaucoup plus en tout cas du contenu du côté des Ivoiriens que du côté des Maliens qui sont tombés, les armes à la main, mais ils se sont fait mal eux tout seuls, du côté des Maliens. Je pense que cette qualification de la Côte d'Ivoire, elle est beaucoup plus à mettre à l'actif de la rage et de la fougue qui anime les Ivoiriens depuis la résurrection par le Maroc. Une qualification à mettre à l'actif justement de la rage, vous venez de le dire, et Clavé qu'on nous dire la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres. Oui, celui qui déterre les cadavres n'a plus peur des cris des revenants. La Côte d'Ivoire a déjà sorti cette équipe sénégalaise. Elle est revenue de fort belle manière, comme l'a dit Aléo Toundé tout à l'heure. Et le Mali en a appris à ses dépens. Une rencontre qui pouvait tourner facilement à l'avantage des Maliens. Il y a eu beaucoup de faits de jeu qui pouvaient être bénéfiques pour ces Maliens. Mais il faut comprendre et voir aussi que cette CAN, c'est vraiment la CAN des Ivoiriens, comme ils s'amusent à le dire. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises en difficulté et ils ont su montrer aux yeux du monde entier que bon, la Côte d'Ivoire, le mental y est, la détermination aussi. Là, vous avez vu, ils étaient à 10 sur le terrain, mais c'est comme s'ils étaient à 35. Le Mali n'a vu que du feu. Et l'exemple, ou du moins l'image qui peut caricaturer ça, c'est l'entraîneur Shell à qui on verse de l'eau sur la tête à la fin de la rencontre. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau quand le Mali avait quand même l'avantage de remporter ce match, un penalty dans ce genre d'occasion, ou quand vous ratez un penalty et puis vous arrivez à marquer un but et vous n'arrivez pas à conserver ce but jusqu'à ce que les Ivoiriens trouvent la faille et puis on marque un but. Et puis le jeu change. Non, vous savez, c'est un peu complexe parce que dans un premier temps, il y a eu le penalty sauvé par l'hors-jeu. Il y a eu un premier penalty sauvé par l'hors-jeu. Et coup sur coup, il y a eu le second penalty qui a été sifflé et qui a été tiré. C'est même l'occasion pour moi de dire et de notifier que Koscielny n'a pas été beaucoup aidé par Seri et Serge Aurier. Parce que Seri et Serge Aurier, c'est les deux là qui en réalité ont fait que Koscielny a souffert. La preuve, il a pris finalement son rouge pour se retrouver dans les vestiaires. Et le garçon qui est venu tirer, moi je n'ai pas compris pourquoi le maestro de la défense était là et c'est lui qui a pris le tir. Peut-être qu'au niveau des séances d'entraînement, ça a été décidé ainsi. Mais c'est un tir qui était l'indicateur qui pouvait permettre aux gens de comprendre que ce Mali ne pouvait pas passer ce jour-là. Il a loupé le ballon, parce qu'il a tiré en l'air, le gardien allait prendre le ballon et ça en est suivi. Après, il y a eu effectivement le but. La Côte d'Ivoire est une équipe réactionnelle
Et c'est ça qui m'amène même à avoir peur pour elle. Parce que s'il faut que je te gifle forcément avant que tu ne réagisses, c'est pas tous ceux qui te giflent que tu peux taper. Donc, du coup, il va falloir quand même que on va certainement y venir tout à l'heure, que cette équipe ivoirienne ne soit pas toujours réactionnelle, qu'elle attaque d'entrée. Mais toutes les équipes de l'Afrique savent désormais que la Côte d'Ivoire, même quand tu lui plantes 1 ou 2 buts, tu n'es pas encore à l'abri. C'est comme une Côte d'Ivoire à l'image d'un Real de Madrid, où quand l'arbitre ne sait pas la fin du match, c'est qu'il faut toujours espérer. Oui, il faut toujours espérer. Cet esprit revanchard quand même continue d'animer les éléphants dans cette compétition. On l'a dit depuis quand même cette humiliation infligée par la Guinée équatoriale. C'est forcément un autre visage qu'on voit de la part des Ivoiriens. On ne veut plus subir une telle humiliation. On a vu que les railleries, les moqueries, même les tensions qui ont suivi après cette humiliation, on ne veut plus revivre ça du côté de la Côte d'Ivoire. Les joueurs savent, ils savent qu'ils ont une belle opportunité là de bien écrire maintenant leur histoire dans cette compétition. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils sont obligés en tout cas de se montrer et surtout de continuer par quoi, d'afficher cette détermination exceptionnelle jusqu'au bout du bout. Et pour l'instant, ça leur réussit très bien. C'est vrai que Claver a dit, ils sont dans une optique de réaction à chaque fois, mais attention, ça pourrait leur coûter cher parce que quand ils seront face à une équipe plus solide collectivement, plus costaud en tout cas, ça va être très compliqué de jouer au trouble fait dans ce sens. Oui, ça va être compliqué, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est le match en gagnant le Sénégal, la Côte d'Ivoire a eu confiance, après confiance en elle-même, en disant que oui, et c'est capable, nous pourrons gagner cette CAN et puis nous allons effectivement la remporter. Oui, entre le match de la Côte d'Ivoire face au Sénégal et ceux déjà livrés avant d'affronter le Sénégal, on sent forcément qu'il y a une nette différence. Ce n'est plus la même équipe de la Côte d'Ivoire qui essayait de construire quelque chose, mais qui n'était pas forcément convaincant. Mais c'est désormais une équipe de la Côte d'Ivoire qui, sait que on a obligation de résultats. Quand on monte ici, ce qu'on veut, c'est une victoire. Une victoire parce que derrière, il y a une pression énorme, non seulement de la part des autorités, mais aussi du public qui fait à chaque fois le déplacement. Donc, ils savent que désormais, il faut mettre le pied sur le ballon, il faut jouer, il faut surtout rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. C'est ce qui leur a manqué, notamment lors des 3 premiers matchs de cette compétition. Désormais, ils ont compris la leçon et ils savent bien s'appliquer. Et ça, c'est le plus important. Claver, je reste avec vous. Du côté du Mali, est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même qu'il y a eu des erreurs défensives? Quand on voit les 2 buts concédés par cette équipe-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une défaillance au niveau de la défense? Parce que quand même, jusqu'à un moment donné, le Mali a joué défensivement. Mais après que le premier but a été marqué de leur côté, et puis voilà, on a senti qu'ils ont lâché, je vais dire, et puis les 2 buts sont arrivés comme ça. Ça s'est joué sur le mental, parce que vous avez vu, déjà après le but malien, les Ivoiriens, bien qu'ils étaient à 10, il fallait voir, c'est comme s'ils étaient 55 sur le terrain, ils étaient partout à la fois, donc c'était compliqué de les contenir. Le Mali a subi, mais vers la fin, vous avez vu, le coach malien a fait ce qu'un coach normal devrait faire, c'est-à-dire densifier son arrière-garde. Il a densifié la défense, mais c'est sans pour autant compter sur cette canne divine de la Côte d'Ivoire, un but venu de nulle part de Adingra qui est venu tuer encore un peu plus le mental des Maliens, parce que quand on se réfère à ce qui s'est passé avec le Sénégalais, ils se disent, ah, voilà, cette Côte d'Ivoire est encore en train de vouloir nous refaire la même chose. Et il y a eu ce que nous autres nous qualifions de manque de concentration vers la fin du match, et le sursaut d'orgueil, l'engouement du public, tout accompagné, avec un Diakité qui, pour ses sorties antérieures, n'avait pratiquement rien fait. Il était époustouflant au match passé, avec un Diakité sauveur. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée simplement en demi-finale. Et comme je le dis souvent, quand vous venez en demi-finale pour une compétition, c'est tout bénéf, parce que vous savez qu'il vous reste au moins 2 matchs. Vous jouez les demi-finales avec la petite finale ou la grande finale. Donc, c'est déjà bien pour cette équipe ivoirienne, il faut rappeler, qui a fini le match à 9. Tout à fait. Il a fini le match à 9 parce que Diakité est sorti après la célébration de son but. Toundi Aliour, l'autre match qui a justement retenu les attentions pour ces 8e de finale, c'est le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Un match âprement disputé, mais à l'arrivée, l'Afrique du Sud a su arracher sa qualification pour les demi-finales aux séances fatidiques des tirs au but, avec un gardien, je dirais, qui a été à la hauteur des attentes de tout le public sportif.
Ah oui, Romain Williams, le gardien donc de l'Afrique du Sud, je pense qu'il a été l'homme. Et il est peut-être même l'homme de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que franchement, même en club, jusqu'au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, il reste une série incroyable de 10 matchs sans encaisser le moindre but. C'est formidable pour un gardien de but comme ça. Et il n'est pas un jeune, il est dans la trentaine déjà pour quelqu'un comme ça. Et il dispute sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Il vit pratiquement un rêve exceptionnel dans cette compétition. Et je pense que des joueurs comme ça, on en a besoin dans toutes les équipes. La belle histoire, c'est que cette équipe de l'Afrique du Sud est pratiquement composée des joueurs évoluant dans le championnat national. Mais s'il vous plaît, ne comparons pas ça à ce que nous voyons sous les autres cieux. Quand on parle du championnat national du côté de l'Afrique du Sud, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Le champion a plus d'1 million de dollars à la fin de la saison. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, Mamelodi Sundowns, qui vous fournit pratiquement 50% des joueurs titulaires à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'il y a une certaine cohésion qu'on a prise comme ça du côté de Mamelodi Sundowns on l'installe au niveau du cœur du jeu de l'équipe nationale. Et pour l'instant, ça marche très bien. Je pense que ça, c'est des choses comme ça sur lesquelles on peut s'inspirer. Et franchement, bravo à cette équipe de l'Afrique du Sud parce qu'elle est en train de nous donner vraiment une leçon peut-être en même temps d'humilité. C'est l'équipe qui a la moins bavardé dans cette compétition. On ne fait pas de bruit. Peut-être est-ce parce qu'on ne parle pas le français qu'on ne sait pas si eux aussi ils taquinent beaucoup. On n'a pas chamaillé quelqu'un. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas allé taquiner quelqu'un. On reste là, on vient jouer au football et on enregistre son bon résultat et ça passe. Et je pense que ça, franchement, il faut tirer un coup de chapeau, surtout pour le gardien parce qu'il réalise quelque chose d'exceptionnel. Il entre comme ça dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations en arrêtant 4 tirs. Voilà. Donc, je pense que c'était du jamais réalisé dans toutes les grandes compétitions internationales. Donc, même au niveau de la Copa América, la Coupe du Monde, un peu partout, personne n'avait réussi un tel exploit. C'est déjà exceptionnel. La preuve, une fois encore, que cette Coupe d'Afrique des Nations ne ressemble à aucune autre compétition cette année. Le Cap Vert également qui n'a vraiment pas démérité quand on voit le jeu déroulé sur le rectangle vert. Oui, effectivement, les requins bleus, ils nous avaient impressionnés, souvenez-vous, en 2013, en se hissant déjà en quart de finale, ils avaient impressionné à cette époque-là, ils avaient été sortis d'ailleurs par le Ghana en son temps. Cette fois-ci encore, ils sont revenus avec un entraîneur quand même local, Bobista, qui est là, qui aussi a su insuffler en tout cas un état d'esprit exceptionnel à ce groupe-là, et ils ont su quand même le montrer, là, c'est la preuve. Et l'autre chose, c'est que c'est l'équipe la plus vieille de cette compétition, la moyenne d'âge, c'est 28 ans. Vous voyez une équipe comme ça, donc malgré l'âge, on peut continuer quand même par produire de très belles choses. Et ils étaient soudés. La solidité jusqu'au bout. Vous avez vu ce match face à l'Afrique du Sud. Ils n'ont pas été ridicules. Même les occasions étaient de la partie. Il y a eu la batte transversale. Il y a eu l'arrêt exceptionnel de Romain Williams. Donc les occasions étaient là. Mais lorsque vous jouez un match comme ça et que vous le perdez dans les séances de tir au but, même à la maison, tout le monde est content de vous parce que la prestation elle a été aboutie. Claver qu'on nous dit. Non, mais moi je suis déçu par ce qui est arrivé au Cap-Verdien parce qu'il méritait amplement de passer, de remporter, mais c'est sans pour autant compter sur ce qu'on appelle la baraka chez nous, sous nos cieux ici. La chance ne les a pas aussi véritablement accompagnés parce que déjà le nouvel entrant, le tout jeune qui est rentré vers la fin de la rencontre, il pouvait tuer déjà ce match. N'eût été la main du gardien qui a amené le ballon au niveau de la lucarne. Et c'est pour dire que c'est une équipe cap-verdienne qui a fait sa canne. Qui a fait sa canne, il est vrai, qui sont venus en quart de finale. C'était leur niveau habituel. Ils auraient aimé aller en demi-finale. Mais en face, comme vous l'avez dit, il y avait ce gardien de but qui a mis la barre très très haute désormais. 4 tirs arrêtés. Ce n'est même pas que les ballons sont allés dehors. 4 tirs arrêtés lors des séances de tir au but. Comme l'a dit Tourné, jamais vu à l'Euro, jamais vu à la Copa América, jamais au Mondial. Dans toutes les compétitions internationales, on n'a jamais vu un truc du genre. Donc il est rentré simplement dans l'histoire du football mondial. Il est rentré dans le livre de Guinness. Voilà, le livre des records de Guinness. Mais cette équipe sud-africaine, beaucoup de nations qui ne sont pas encore à un niveau donné doivent s'inspirer des Sud-Africains partis du championnat. Ce n'est plus possible avec des équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres parce que quand vous avez des expatriés qui jouent dans des grands clubs, vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir un noyau exclusivement local. Mais pour des équipes comme ceux-là qui sont toujours à couteau tiré, les 32-33, comme je m'amuse à le dire, le Togo, le Bénin et autres, ils peuvent s'inspirer de ce qui c'est fait en Afrique du Sud. Et parce que quand vous avez un noyau, sur les 11 entrants, il y a 8 qui sont de Mamelodi Sundowns, le club du champion, le club du président de la Confédération africaine de football qui l'a cédé à son fils.
Donc c'est pour vous dire que quand le travail se fait véritablement à la base, ça prend comme cela se doit. C'est bon pour cette équipe sud-africaine, même si en demi-finale maintenant, c'est une autre réalité. Et l'autre enseignement qu'il faut tirer à l'issue de ces quarts de finale, c'est que les petites nations se sont arrêtées là où elles devraient s'arrêter. Parce qu'en demi-finale, on n'a que des champions d'Afrique. Toundé Aliou, rapidement, on va parler de cette rencontre également, la RDC et la Guinée, et la rencontre entre le Nigeria et qui également se qualifie pour les demi-finales. Oui, surtout le Nigeria qui, depuis aussi le début de cette compétition, nous montre de très belles choses, surtout parce que lors des éliminatoires, ils nous ont déçus, ils n'ont pas montré de très belles choses, ils encaissaient pratiquement à chaque rencontre. Et comme par hasard dans cette compétition depuis le début, c'est l'une des meilleures défenses de cette CAN. Et parce que jusque-là, il n'y a qu'un seul petit but encaissé. Donc c'est la preuve qu'on a compris, on a su véritablement tirer les leçons, notamment des campagnes éliminatoires. Et on est en train d'appliquer notamment les consignes nécessaires. Et attention, moi je suis en train de voir cette équipe du Nigeria aller très 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 loin dans cette compétition. D'ailleurs, elle est déjà très loin, on est qu'en demi-finale. Donc, et la demi-finale, le Nigeria n'était pas à cette étape lors de la précédente édition. Donc la preuve qu'on a déjà réussi sa CAN, mais lorsque vous avez des joueurs comme Victor Osimhen, Lookman, Moses et autres, surtout il y a aussi le vétéran Moussa qui est souvent sur le banc de touche, vous avez envie forcément de rendre encore plus belle cette histoire-là. Rendre plus belle cette histoire, c'est d'aller jusqu'au bout. Rendre plus belle cette histoire, c'est aller jusqu'au bout. Et à présent, nous allons passer justement au match des demi-finales prévu démarrer dans quelques jours. Et c'est à l'affiche, nous aurons le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui vont s'affronter. Et déjà, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud, j'y arrive justement. Et la Côte d'Ivoire qui va justement affronter la RDC, si je ne me trompe pas. Alors pour vous, déjà, cette rencontre-là, un Nigeria qui, on pourrait dire, va évoluer sans Osimhen parce qu'elle est sortie sur blessure à la dernière minute du jeu. Est-ce que vous voyez le Nigeria faire sans Osimhen pour cette demi-finale? Non, je pense que c'est un peu compliqué pour l'instant. C'est vrai qu'il n'a pas effectué le voyage sur Boaké hier. Peut-être aujourd'hui, les informations vont évoluer et forcément qu'il sera de la partie. Mais lors des quarts de finale, je pense qu'il a effectivement effectué un travail énorme, débauche d'énergie exceptionnelle. Donc c'était normal qu'il cède sa place. Mais lorsque vous perdez forcément un joueur comme ça, il y a forcément une petite panique qui s'installe parce qu'on est en train de voir la CAN que Victor Osimhen est en train de réaliser. C'est formidable, c'est fort. Il a mis de côté en tout cas ses performances individuelles pour se muer dans le service collectif, se mettre en tout cas au service de l'équipe. C'est ce qu'il est en train de montrer en tant que ballon d'or, en tant que leader. Il n'a pas encore marqué beaucoup de buts. Un seul but inscrit, mais les passes, toujours quand même à l'initiative des actions décisives du Nigeria dans cette compétition. C'est la preuve que aussi ça va être forcément un atout majeur pour cette équipe du Nigeria. On en aura besoin pour passer cette étape. Claver, le Nigeria face à l'Afrique du Sud, est-ce que vous voyez une équipe du Nigeria passer en finale? Oui, le Nigeria a tous les atouts qu'il faut pour passer l'étape des Sud-Africains, mais le Nigeria doit se mettre dans la tête qu'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est l'envie de vouloir forcément gagner le match. Parce qu'ils savent qu'au niveau des séances de tir au but, le gardien sud-africain, il est impeccable, il est intraitable. Donc ils vont vouloir certainement tout faire. Et dans ce cas de figure, le danger immédiat, c'est confondre vitesse et précipitation. Ils risquent de passer à côté de leur match. Maintenant, il faut prier pour le Nigeria pour que Osimhen soit là. Parce que Osimhen, sur un terrain, c'est 1% de football et 99% d'endurance de grinta. Et cette équipe nigériane a besoin d'Osimhen pour bousculer cette défense sud-africaine qui nous a montré durant la compétition qu'elle peut faire le dos rond, subir, procéder par contre-attaque ou de moins carrément vous conduire vers la séance des tirs au but. La Côte d'Ivoire sera face à l'Afrique du Sud, une Côte d'Ivoire qui surprend toujours. Est-ce que la surprise va la RDC, j'y arrive, excusez-moi toujours, la Côte d'Ivoire et la RDC, est-ce que vous pensez une Côte d'Ivoire encore réitérer l'espoir face à cette équipe de la RDC? Déjà au niveau de la RDC, il faut remarquer, c'est ce que je m'amuse de façon un peu vulgaire le dire, c'est du Tchankpel FC. C'est du Tchankpel FC dans ce cas de figure où le collectif n'est pas encore ce que ça doit être. Quand vous voyez, c'est au niveau des individualités que la RDC arrive à sortir son épingle du jeu. De Sabre a fait du moins un travail énorme. Les deux premières journées, la RDC avait 0 points pour les éliminatoires. Quand il est venu, il a essayé quand même de faire ce qu'il faut faire. Et cette équipe de la RDC, on l'avait dit au premier tour, ne marquait pas beaucoup.
ça ne marque pas beaucoup. Mais ils ont profité des quarts de finale pour en planter 3. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire doit se méfier de cette équipe de la RDC. Mais n'oublions pas que c'est une CAN des Ivoiriens. Ils jouent à Yopougon, ils vont voir les parents à Boaké, ils quittent Boaké, ils viennent jouer à San Pedro. C'est pour dire qu'ils jouent sur tous les stades. Ils vont finir par jouer sur tous les stades et finir par jouer la finale chez eux. Donc je vois cette équipe ivoirienne avoir la faveur des pronostics sur le papier, mais sur le terrain, ça peut être autre chose. Il ne faut pas laisser la RDC marquer en premier. Il faut imprimer son rythme d'entrée de jeu. Donc, on va parler de l'absence de Diakité, Kosolou, Sayori et autres. Mais n'oubliez pas que Kosolou n'a pas joué les premiers matchs. Diakité n'a été époustouflant que sur le dernier match. Sayori était blessé depuis. Et l'autre, Kwame, on n'a pas vu Kwame au niveau de l'attaque comme cela se doit. Donc, les Ivoiriens, ils se valent entre eux et ils vont se compléter comme cela se doit. Et n'oubliez surtout pas que la Côte d'Ivoire ne joue pas un football champagne. La Côte d'Ivoire joue la détermination, accompagnée par le 12e homme qui à tout moment commence à chanter l'abidjanaise et juste à la fin de l'abidjanaise le coup de marteau revient et après le coup de marteau vous entendez ceux qui n'ont pas déposé, ils ne peuvent pas soulever. Donc je vois cette Côte d'Ivoire aller loin. Tournez à Liu, la Côte d'Ivoire face à la RDC. Moi, je pense beaucoup plus à l'équipe de la RDC parce qu'en ce moment, ils sont en train de vivre quand même une histoire aussi exceptionnelle. La dernière fois qu'ils étaient en demi-finale, ils ont été écartés par la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, c'était en 2015 avec ce coup de canon de Yaya Touré, ce but formidable. Mais en ce moment, pour tout ce qui se passe du côté de la RDC, vous avez appris notamment cette histoire qui sort de l'humanité comme ça, où les gens, le génocide qui est en cours en ce moment. Donc, les joueurs sont touchés. C'est une ambiance qui est assez particulière dans le groupe. Donc, on aura forcément envie de sortir le grand jeu aussi du côté de la RDC pour redonner notamment un certain espoir, redonner du sourire notamment à ce peuple qui est en souffrance en ce moment. C'est vrai que les gens n'en parlent pas. Il y a l'actualité CAN qui prend le dessus sur, sur ce sujet-là, mais les joueurs ont envie de remettre ça aussi devant. Vous avez vu déjà des sorties sur les réseaux sociaux, notamment des internationaux comme Bakambu et autres qui ont quand même déjà posté et publié un certain nombre d'informations à ce sujet. Mais je pense que ça va être beaucoup plus ce qui va donner un supplément d'énergie à cette équipe des Léopards dans cette compétition. Eux aussi sont en train de courir derrière une nouvelle étoile depuis 1974. Je n'étais pas né, encore moins vous. Donc je me dis que voilà, eux aussi ils ont envie aussi d'écrire cette belle histoire. Pourquoi pas devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire les avait écartés en son temps. Vous voyez, ils ont tout ça en tête. Ils ont envie de réparer l'histoire. Et il y a une bonne partie de ce groupe-là qui est peut-être en fin de cycle. On aura envie de bien terminer la dernière danse. Il faut bien l'exécuter. Bakambu, comment ça s'appelle, Chancel Bemba et autres, ils ont envie forcément de très bien finir cette danse-là. Peut-être que face à la Côte d'Ivoire, une victoire comme ça, le Fimbo pourrait retentir et ça pourrait faire très mal. Je ne sais pas pourquoi Aliou me vieillit de tout de coup. En 1914, je n'étais pas encore là. Mais de toutes les façons, cette équipe congolaise, il faut la prendre aussi au sérieux parce qu'elle a un peu le parcours du Portugal à l'Euro. N'oubliez pas aussi que quand la Côte d'Ivoire a battu le Congo en 2015, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Côte d'Ivoire a pris le trophée et je pense que les Congolais, le dernier slow a été déjà dansé et ça ne serait pas face à la Côte d'Ivoire qui vont danser le slow. Et là, c'est déjà que la thérapie Faye est en train de marcher pour la Côte d'Ivoire. Oui, la thérapie Faye est en train de marcher pour la Côte d'Ivoire, mais reste à savoir maintenant si après la CAN, Faye sera toujours là. On est en Afrique et on sait comment les choses se passent chez nous en Afrique. Et on espère vivement que la Côte d'Ivoire va s'inspirer du Maroc, parce que le Maroc qui a reconduit Regragui, que la Côte d'Ivoire va s'inspirer du Maroc pour garder MS Faye, même si Faye retoucher ou renforcer le staff technique. Moi, je pense que parlant justement de cette thérapie Faye, il y a plusieurs aspects quand même qui font qu'aujourd'hui, on pense que véritablement ça marche. Le contexte fait qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont obligés de se soumettre, de se mettre à l'œuvre, de travailler et de se compléter. Avant, ce n'était peut-être pas ça, parce que chacun venait avec son statut, caissier, allait, voilà, c'est mon statut, voilà, chacun de grands joueurs, tout ça. Mais après la débâcle face à la Guinée équatoriale, beaucoup se sont dit, attention, il faut avaler rapidement ses égos et se mettre au collectif et
quand on a un jeune entraîneur, ça il faut le reconnaître, il n'avait pas encore entraîné au haut niveau, il faut l'aider. Donc ce contexte fait qu'aujourd'hui tout le monde se donne la main pour travailler, pousser ces éléphants-là. Et ça, c'est en train de marcher. Maintenant, après la CAN, est-ce que cet état d'esprit va continuer par régner pour permettre à MS de continuer aussi par gagner, faire gagner cette équipe de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais il faut remercier aussi la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a fait du bien à beaucoup d'équipes dans cette compétition. La Guinée équatoriale a permis au Nigeria de rendre très très solide sa défense parce que c'est la seule équipe qui a mis le but au Nigeria. Et c'est la Guinée équatoriale qui a permis à la Côte d'Ivoire de comprendre qu'en réalité, il faut renaître de 700 tel un phénix. Voilà. Rapidement, on parle de la Guinée, le Sili national également qui n'a pas fait piètre figure lors de cette compétition-là. Oui, effectivement, surtout qui n'avait pas franchi cette étape il y a très longtemps, donc il fallait le faire. Ça s'est bien passé en tout cas, même s'ils auraient aimé forcément aller, et surtout parce qu'ils ont été les premiers quand même à ouvrir le score, donc ils étaient normalement sur le bon chemin. Malheureusement, la RDC avec sa chicotte a été beaucoup plus solide et n'a pas fait du tout de cadeau à cette équipe du Sili national. Akaba Diawara de continuer tout simplement par prendre sur ce poste-là. Il est arrivé il n'y a pas encore longtemps. Il a encore du temps pour prouver. On tend vers la fin de cette émission. 30 secondes pour conclure. Oui, j'aimerais véritablement, en tout cas, avoir encore du spectacle, en tout cas, pour le reste de cette compétition, parce que c'est une CAN vraiment la plus belle. Franchement, on ne sait pas qui a rédigé le scénario de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est un super scénario. Même, ça nous permet d'éclipser les grands championnats européens en ce moment. C'est formidable. Parce qu'on a oublié les matchs. On a oublié Real, on a oublié Barça, on a oublié Paris, on a tout oublié. Même Cristiano et Messi ont joué dans cette période. Très peu de personnes n'en ont parlé. Moi, je dirais simplement que l'éléphant peut maigrir n'importe comment, le léopard ne pourra jamais porter son body. Donc, c'est pour dire que je viens de résumer comme ça la demi-finale RDC Côte d'Ivoire. Merci, chers invités. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci aux équipes de réalisation. Sabio Chebadamou, Kurt Zamba, Chérif Zinkora, Eman Noussou, Romaric Fadjebe, Terminus, tout le monde est sans. On prend le rendez-vous justement pour suivre ces rencontres des demi-finales. Portez-vous bien et à très bientôt.